Voilà. Euh, Ensuite, par rapport à l'ordre du jour, vous avez bien reçu l'ordre du jour. Voilà. Tu veux dire quelque chose sur l'ordre du jour ou... Eh ben, je peux le présenter déjà. Voilà. Donc, on validera le compte-rendu du comité syndical du 12 octobre. Je vous ferai un petit retour sur les différents bureaux qui ont eu lieu depuis notre dernier comité syndical pour voir avec vous un petit peu les décisions qui ont été prises. Olaf fera le point sur les actualités en compagnie de Marion Colombet et puis d'Emmanuel Déon, qui vont vous présenter un petit peu ce qui s'est passé durant ces quelques dernières semaines, je dirais presque mois, là. Ensuite, on laissera la parole à Chamry et à ses représentants pour nous présenter la résidence d'architecture qui a eu lieu sur la commune pilotée par le parc. Laure Miller avec Éric Lallemand, nous présenterons la gestion du parc et le débat d'orientation budgétaire. On vous présentera également l'agenda des différentes instances. Et puis, on terminera par une présentation de la charte. Je ne sais pas si c'est Marie qui s'en occupe. Oui, c'est Marie. Ouais, donc, ça sera Marie qui va venir nous en parler. Donc, je vous propose de commencer par le commencement. Et donc, vous avez donc reçu normalement tous le compte-rendu du comité syndical du 12 octobre 2021. J'aurais souhaité savoir si ça amenait des remarques, des questions. N'hésitez pas à lever la main. Il y a Claude Mauprivé. Alors, je vois que Claude Mauprivé a levé la main. Est-ce que… En fait, c'est juste il y a un mot, pour moi, un mot à changer à la page 10, où il est mis que la communauté urbaine du Grand Reims a approuvé le lancement de la modification allégée du PLU de la commune de Bouilly. En fait, c'est pas une modification, c'est une révision. Donc, il faut remplacer le terme modification par le terme révision. Très bien. Merci pour la précision. Ça marche. Ok, c'est noté. Autre remarque? Donc, il y a un fil de discussion qui regarde. Non, c'est nerveux. Bonjour à tous. On regarde le fil de discussion en même temps. S'il y a des questions, vous pouvez aussi passer par là. Sylvie Raja. Alors, Sylvie, tu as levé la main? Non. Juste pour préciser à ceux qui ne maîtrisent pas très bien Zoom qu'il faut aller cliquer sur participants en bas de l'écran. Et dans la fenêtre, c'est en bas de la fenêtre où vous levez la main. Voilà, c'est tout. C'était juste pour… Merci Sylvie. Merci Sylvie. Ça marche. Donc, nous allons procéder… Non, c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon. C'est validé. Très bien. Donc, on va faire un petit retour sur les différents bureaux qui ont eu lieu donc les 16 novembre 2021, 14 décembre et 25 janvier. On a essayé d'être assez régulier et de se voir à minima une fois par mois sur ce bureau pour pouvoir assurer la gestion du parc. Donc, notamment, on a validé assez récemment les demandes de financement pour assurer la poursuite des projets avec l'Agence de l'eau, les financements européens pour le projet LIFE, le contrat avec la ville d'Épernay pour un certain nombre d'interventions sur la commune et sur l'éducation au territoire, sur l'accompagnement pour l'implantation de haies, vergers et la mise en place de végétalisation, on va dire, de la commune, le département, la région, l'État et l'ADREAL. On a également, on a commencé à anticiper un certain nombre de recrutements qui vont être nécessaires
pour la mise en place de certains projets. Donc, le chargé de mission pour le projet LIFE, l'ambassadeur alimentation durable, le chargé de mission transition énergétique. Donc, concrètement, il y a des opérations de bascule qui sont réalisées. Donc, certains étaient déjà chez nous et basculent sur de nouveaux postes. Mais on a 3 recrutements en cours. Et pour le moment, on a un petit peu du mal à trouver des nouveaux chargés de mission pour les différents projets qui sont les nôtres. Donc, bon, c'est en cours. Il y a quelqu'un qui a allumé son micro, on entend si c'est possible de l'éteindre. Je pense que c'est Sylvie qui n'a pas éteint son micro. Si, je l'avais éteint. Ah ben, j'ai cru que c'était ta voix, tu vois. Pardon. Donc, on a aussi la mise en place d'un certain nombre d'outils de gestion, l'adhésion à l'assurance statutaire, les remerciements du personnel à la fin de l'année, le tableau des emplois qui ont été suivis. Et puis, le dernier point qui a été abordé, si vous vous souvenez, lors du tout premier comité syndical, j'avais émis le souhait de rediscuter des indemnités du président du parc parce que je trouvais que c'était pas tout à fait normal que les vice-présidents ne touchent rien. Donc, c'est une discussion que nous avons eue d'une part en réunion président-vice-président puisqu'on se voit à intervalles réguliers entre les bureaux. Et on en a parlé également lors du dernier bureau. Donc, là, on a plusieurs problématiques. Le premier, c'est que ce n'est pas dans les statuts actuels du parc, donc ça nécessite de revoir les statuts. Et puis, on a un certain nombre de pistes. L'idée, c'est évidemment d'être à budget constant. Donc, l'une des pistes consisterait à diminuer mes indemnités de moitié et à redistribuer l'autre moitié sur les 3 vice-présidentes. Et l'autre possibilité serait de dédommager les vice-présidentes quant à leurs frais de déplacement, par exemple, les frais qu'elles engagent par rapport au parc. Donc, tout ça, c'est encore à l'étude. Donc, je reviendrai vers vous, évidemment, si ça évolue, ne serait-ce que quand il y aura besoin de voter éventuellement de nouveaux statuts ou d'acter un certain nombre de décisions qui auront été prises. Donc, voilà où on en est pour le moment. Donc, ça avance, mais ça ne se fait pas comme ça. Je pense que c'est tout. Alors, si on a eu également un certain nombre d'échanges pour pouvoir orienter les projets. Donc, on a débattu sur le projet stratégique de la future charte qui va vous être présenté à la fin de cette séance. On a préparé également toute une réflexion sur la place des énergies renouvelables dans l'avenir du parc. Donc, c'est Thibaut qui nous a présenté tout un diagnostic sur ce qui existe et puis vers où on pourrait aller. Donc, ça nous donne déjà une bonne base de travail pour essayer de comprendre ce qu'on a sur notre territoire et ce qui est potentiellement envisageable. Et puis, on a validé également les programmes d'action pour 2022, donc dans la convention pluriannuelle d'objectifs pour la région, le département et le parc. Enfin, on a travaillé un petit peu sur le domaine de Cometreuil, mais très peu, puisque les procédures sont toujours en cours. On n'a pas de nouveauté, contrairement à ce que vous auriez pu lire dans la presse. Il n'y a aucune nouveauté concernant ce dossier. Donc, je vous avais dit qu'on vous tiendrait au courant de l'évolution. Et pour le moment, il n'y a pas d'évolution. Donc, ce sont que des choses qui ont déjà été actées depuis très longtemps. Bon, ça revient, le sujet revient de temps en temps sur le tapis. Ben voilà, c'était là. Donc, voilà, on vous tient de toute façon informés. Ne pensez pas qu'on vous cache quoi que ce soit. Dès qu'il y a des informations à vous donner, elles vous sont transmises. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Juste à ajouter en complément, si tu permets, c'est toutes les comptes rendus documents, bien sûr, sont accessibles à la maison du parc. Donc, si vous voulez revoir des comptes rendus du bureau, etc., il n'y a aucun problème. Donc voilà pour les retours sur les bureaux. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques par rapport à tout ce que je viens de vous présenter?
pas les mains qui sont levées. Normalement, il s'affiche. Apparemment, personne ne veut prendre la parole. Très bien. Donc, je vais laisser la parole à Olaf pour qu'il vous présente les actualités avec ses collègues. Voilà, exactement. Cette fois-ci, on fait plusieurs voix. Comme ça, c'est un peu plus vivant. Donc, on se répartit les différentes parties. Donc, il y a Marion Colombet, la chargée de mission communication, qui est avec vous. Donc, Marion, si tu veux lancer les actualités, s'il te plaît. Oui, bonsoir à tous. Merci Olaf, merci Caroline. Du coup, je voulais vous présenter quelques slides sur quelques actualités en termes de communication. Tout d'abord, les retours de l'année 2020 au niveau de la presse. Là, je vais vraiment parler de la presse quotidienne régionale, pas forcément des radios, mais vraiment de l'Union, l'Hebdo du vendredi, etc., qui nous suivent activement toute l'année. Donc, j'ai tout compté et l'année dernière, on est arrivé donc à 125 articles qui couvraient l'actualité du parc, ce qui représente un article tous les 3 jours. Donc, on est sur une bonne moyenne. C'est d'autant plus intéressant que du coup, on a dû quand même annuler pas mal d'événements l'année dernière avec la crise sanitaire et on reste quand même à une moyenne assez élevée au niveau de couverture médiatique. Donc, merci à la presse de nous avoir bien suivis encore l'année dernière. Je me suis amusée à compter les thèmes qui revenaient le plus souvent au niveau des articles qu'on pouvait lire dans la presse. Du coup, je vous les ai mis en top 5. Le premier, sans surprise, c'est Cometreuil qui a regroupé 19 articles depuis tout processus de vente, etc. l'année dernière, donc 19 articles. Après, c'est la forêt. Alors, j'ai mis la forêt en général parce que ça regroupe plusieurs sujets. Ça peut être autant la charte forestière que l'appel à projet sur le vieux bois, ou ça peut être aussi tous les articles qu'on a eu en fin d'année avec Germaine sur les bois scolités. Donc, voilà, en général, la forêt intéresse fortement l'Union et l'Hebdo du vendredi et on a eu donc pas mal d'articles sur ce sujet. Le numéro 3, c'est l'appel à projet et verger porté par Alexandra Pinel qui a très bien marché l'année dernière. On a eu beaucoup d'articles dessus et du coup, on a eu beaucoup de dépôts de dossiers pour elle. En 4, et on est très content, c'est la révision de la charte. L'Union notamment nous a beaucoup suivis et continue de nous suivre sur cette thématique. Ils nous ont suivis lorsqu'on a lancé la révision de la charte. Ils nous ont suivis sur les apéros du parc, en venant même à un apéro pour couvrir l'événement et voir comment ça se passait. Qui m'a appelé, et puis ça ne voulait pas charger. Ah. Et je continue. Et du coup... Donc, du coup, ils ont interviewé des personnes, des élus et puis des personnes qui participaient comme ça aux apéros du parc. Donc, ils ont vraiment joué le jeu. Et en 5e sur le top, c'est le Topo Guide. Vous savez qu'on a sorti l'année dernière le Topo Guide de la montagne de Reims. Et du coup, on a eu pas mal de retombées, notamment donc, sur la sortie vraiment en elle-même. Et puis aussi sur... le challenge qu'on a relevé avec Laurie, ma collègue, a testé le GRP de la montagne de Reims, les 52 km en 2 jours, qui a permis aussi d'avoir quelques articles en plus. Voilà. Et je compte pas du coup les piges radio, etc., qui ont été assez nombreuses aussi. Et tous les articles que vous avez pu faire dans vos gazettes, dans les communes, qui ont été fort nombreuses aussi. Et je vous remercie beaucoup pour ça. Et n'hésitez pas d'ailleurs, je fais un petit aparté, à revenir vers moi si vous avez besoin de sujets, d'articles pour vos gazettes. Je le fais avec pas mal de communes déjà et c'est possible de vous proposer des articles clés en main. Voilà. Olaf, tu peux passer à la prochaine. Voilà. Je voulais aussi parler d'un nouveau phénomène qui arrive, c'est que l'Union, notamment, n'hésite pas à piocher dans nos posts Facebook. Maintenant, ils n'attendent pas forcément qu'on vienne vers eux avec des communiqués de presse pour communiquer autour de nos actions. De plus en plus, en fait, ils vont regarder ce qui se passe sur la page Facebook du parc et s'en inspirent pour soit communiquer vraiment sur des actions propres au parc, là, comme je vous ai mis l'exemple lorsqu'on cherchait des figurants pour des shootings, mais aussi sur des thèmes un peu moins parc. Mais par exemple, cette année, on a eu des articles sur comment on doit réagir si on croise un sanglier en forêt, enfin ce genre de thèmes un peu décalés, mais qui plaît bien à l'Union et du coup qui s'en inspirent largement. Tu peux passer, Olaf. Alors après, du coup, je vais vous faire un petit focus sur les réseaux sociaux, notamment déjà sur Facebook. Ouais, sur Facebook. On vous avait fait un petit
des comptes l'année dernière, on est arrivé à 7000 fans. Là, aujourd'hui, on est à 8600 et c'est pas vraiment exact parce qu'on a continué, on doit être à 8700 exact, enfin, quelque chose comme ça. Donc, ça, ce qui prouve que le compte continue à croître et que le contenu qu'on peut proposer plaît aux personnes. Je vous ai mis un petit florilège de ce qui avait bien marché l'année dernière. Par contre, c'est des très belles photos des internautes qu'on partage tous les vendredis. Les faux de Verzy, bien évidemment, qui chaque fois qu'on poste quelque chose sur les faux de Verzy remportent tous les suffrages. Et puis, par exemple, une idée balade avec l'application ONF qui était sortie, qui avait vraiment très bien marché. Au-delà des statistiques, ce qui est intéressant dans cette communication sur Facebook, c'est de voir à quel point ça a des répercussions sur le remplissage de nos événements. Quand on a fait la rando du parc l'année dernière à Châtillon-sur-Marne, on a demandé aux personnes de remplir un questionnaire. Les personnes qui participaient à la rando, on leur a demandé de remplir un questionnaire et de nous dire comment ils avaient connu la rando du parc et quel avait été le moyen de communication qui les avait interpellés. Et donc, 80% des personnes qui nous ont répondu nous ont dit que c'était grâce à Facebook. Donc, c'est pas voilà pour montrer des chiffres, etc. C'est vraiment que ça a un impact sur nos événements. Et ça nous permet de garder une certaine forme d'indépendance où on peut communiquer en direct sans passer par la presse et attendre que quelqu'un nous fasse un article. Ça marche en direct et c'est très bien comme ça. Et oui, et du coup aussi, on est passé premier au niveau des comptes Facebook sur les parcs naturels du Grand Est, devant des destinations phares comme Parc du Ballon des Vosges, qu'est-ce qu'on a d'autre, les Vosges du Nord, etc., qui étaient au-dessus et qui avaient plus de fans. On est passé au-dessus, donc voilà, on est content. Et ensuite, Instagram. Attends, t'as passé ou la fière Instagram. Instagram, du coup, le compte, il a été créé il y a 3 ans. On continue, pareil, l'ascension. On est à 2000, un peu plus de 2200 fans. Je ne sais pas si vous suivez la page. Je sais qu'il y en a certains qui la suivent, je vois. Merci d'ailleurs à eux et ceux qui ne le font pas, n'hésitez pas à y aller. L'idée, en fait, c'est vraiment de s'adresser à une cible un peu différente de Facebook, à une population peut-être un peu plus jeune qui délaisse Facebook ces dernières années. Le ton est un peu plus moderne et plus spontané, voilà. Et on marche beaucoup avec les stories, donc ce sont des petites vidéos qui portent des messages décalés. Donc c'est vraiment 2 stratégies de contenu différentes, qui est assez chronophage, mais dont on voit les effets sur nos événements et puis sur la renommée de nos actions. Et le compte Instagram du parc marche bien et est souvent repris en exemple au niveau des formations qu'on peut avoir au niveau de la Fédération des parcs de France, comme je vous ai mis là, il y a un petit screenshot et on voit que voilà, notre contenu est reconnu par la Fédé et sert à inspirer d'autres parcs, donc c'est plutôt positif. Voilà, pour le côté réseaux sociaux. Oui, merci d'ailleurs pour ce travail important, Marion. Et la coordination avec toute l'équipe du parc qui te remonte aussi des informations, etc. Donc aussi, n'hésitez pas aussi si vous avez des choses que vous voulez relier, donc contactez Marion. C'est vraiment un grand travail. Merci pour ce travail parce qu'on voit bien que ça porte ses fruits et que c'est vraiment important aujourd'hui d'être présent sur tous les médias et d'avoir quelqu'un qui suit ça. Parce qu'en plus, tu réponds jour et nuit, presque même le week-end. Donc, voilà. Oui, c'est vrai que c'est assez chronophage, mais en fait, il faut se rendre disponible et répondre aux questions parce que sinon, le message n'est pas clair, le message n'est pas sérieux, on n'est pas réactif et du coup, les gens attendent sur les réseaux sociaux une certaine réactivité. Donc, on essaye, dans la mesure du possible, de l'être. Je crois qu'il y a une question de Monsieur Lang. Oui, bonjour à toutes et tous. J'avais une proposition à faire au Parc naturel régional de la Montagne de Reims. Du fait des différentes procédures que l'on a constatées en ce qui concerne le domaine de Commétreuil, ce qui risque donc de retarder l'échéance de la vente, je propose que nous pourrions l'ouvrir aux familles, notamment grâce aux gardiens, peut-être avec des heures à étudier, pour que ces familles puissent découvrir ce magnifique domaine, le plus beau de notre Champagne. Voilà la proposition que je voulais vous faire. Alors, ça va pas, je vais pas pouvoir répondre favorablement pour un certain nombre de raisons.
La première, c'est que le gardien tout seul ne pourra pas veiller à la sécurité, notamment des personnes qui pourraient pénétrer sur le domaine. La deuxième, c'est que il faut aussi veiller à protéger ce domaine, faire rentrer des gens, c'est l'ouverture évidemment à des dégradations. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est impossible. On n'est pas assuré pour recevoir du public, et puis on est quand même dans une optique de vente, et donc à un moment donné, on s'est quand même positionné par rapport à la vente à Barnhôtel, qui a déjà cité le site dans un certain état, et donc accueillir du public, forcément, ça serait modifier cet état initial. Donc moi, en tout cas, je m'y refuse. Ça me semble vraiment pas la bonne idée. Si les gens veulent aller se promener, ils peuvent aller le faire. Il y a tellement de beaux sites partout en montagne de Reims. On peut leur indiquer tous les sentiers pédestres de vélo, de VTT, tout ce qu'ils veulent, mais ça sera pas sur le site de Cométreuil, qui est un site qui est pour le moment inaccessible. Mais parce que j'ai constaté qu'en fait, c'était déjà ouvert au niveau des forêts. Il n'y a pas de clôture à ce niveau-là. Donc, des personnes rentrent par les forêts, ce qui peut être d'ailleurs plus dangereux. Donc, il y a aussi des difficultés par rapport à ces passages. Donc, il me paraissait plus sécurisant, d'ailleurs, pour le grand public, qu'il puisse y accéder par la porte qui existe pour aller dans les prairies ou autour du plan d'eau pour admirer ce merveilleux site. Et s'il y a quelqu'un qui tombe dans l'étang, tu fais quoi? Bon, le canal à Reims aussi, il n'est pas sécurisé. Bon, il y a pas chacun prend ses responsabilités, mais je ne prendrai pas celle-là. Donc, non, pour moi, il y a d'autres lieux pour aller visiter sans rentrer dans le parc de Cométreuil, qui pour le moment est un site qui n'est pas accessible et qui le restera. Ok, merci pour cette réponse. Claude, mot privé. Oui, si je peux rentrer dans le débat. Caroline, je confirme vos propos. Le parc, il a été ouvert au public, comme le suggère Stéphane, dans les années avant que le CIN ouvre. Et il a été très vite fermé parce qu'effectivement, on ne contrôle pas les allées et venues. Pour la petite histoire, les canards qu'il y avait ont fini en barbecue. Voilà. Et dans l'état actuel d'entretien du parc, effectivement, on ne peut pas faire circuler des personnes comme ça. Donc, voilà. Après, effectivement, il y a un PR qui fait le tour du parc. Donc, si les gens veulent faire le PR 119 autour du parc, ils peuvent déjà le faire. Voilà, ils auront un aperçu de la biodiversité ordinaire du parc, voilà, au moins autour. Hein, les forêts ne sont pas fermées, mais la partie clôturée, non, il ne faut pas y aller. Pas la peine. Et aussi, ça permet aussi de refaire la promotion pour le guide du randonnée qui propose une vingtaine de randonnées à faire pour découvrir la montagne de Reims. Donc, en vente partout et des infos à trouver aussi sur notre site internet. Je profite, je voulais ajouter la même chose que toi, Olaf. Il me semble qu'on a acté la dernière fois d'être partenaire et de vendre le livret au Vigne au Trésor, là. C'est ce dont tu parles, hein? Non, ça c'est aussi une autre offre, oui, le Vigne Trésor, oui, ça aussi, tout à fait, plus le topo guide qui était sorti l'année dernière. Exact. Donc il faut actionner sur ces choses-là. Hein. Tout à fait. Merci. Et aussi, on a bien vu l'année dernière, on a fait tous les reportages sur les randonnées à faire au parc que Marion a animé, qui ont très 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 bien marché. Donc aussi la randonnée de 2 jours que les gens ont suivi sur Instagram de Laurie et Marion, qui ont un succès vraiment extraordinaire. C'est ça. Merci Marion. Est-ce que Emmanuel, que tu es parmi nous? Je suis parmi vous. Bonsoir. Alors, donc j'enchaîne sur la présentation du nouveau clip vidéo. Donc, pour information ou pour rappel, avec Marion, on a travaillé l'an dernier donc, à la réalisation de plusieurs shootings photos et tournages vidéo. Ça permet de créer du contenu justement à diffuser sur les réseaux sociaux par la suite et puis aussi pour enrichir les brochures ou les publications qui peuvent être faites par le parc. Donc, c'est extrêmement important de mener ce travail en continu. L'an dernier, on n'a pas fait semblant. Hein. On a fait 4 shootings photos sur 4 thématiques différentes, dont 2 shootings qui ont été soutenus par l'Agence de développement touristique de la Marne.
Et puis, on a tourné une série de 4 capsules vidéo pour valoriser la pratique des sports et des activités de pleine nature sur la montagne de Reims. Donc, ça a été réalisé en partenariat avec l'Office de tourisme du Grand Reims et l'Agence de développement touristique de la Marne. Et donc, vous ne les avez pas encore vues, elles ne sont pas encore toutes finalisées. Ça a été un très gros travail, mais une des raisons pour lesquelles c'est encore à finaliser, c'est que le travail en amont à mener a été très important, de repérage, de s'assurer que les lieux sur lesquels on tournait correspondaient bien aux pratiques que l'on voulait valoriser. On ne tourne pas n'importe quoi et n'importe où. C'est très important de veiller au message qu'on véhicule. Et donc là, la capsule qui va vous être présentée, j'espère que la diffusion fonctionnera bien. Parfois, les partages vidéo sur Zoom, c'est pas toujours parfait, mais bon, vous devriez réussir à la voir. Donc, cette vidéo, elle présente la pratique du cyclotourisme sur la montagne de Reims. Et c'est une vidéo qui servira très probablement dès cette année, puisque on est en mesure de dire que l'itinéraire cyclotouristique Reims-Épernay, auquel le parc travaille depuis plusieurs années et avec donc, le département de la Marne qui a repris la maîtrise d'ouvrage de ce projet. Cet itinéraire devrait pouvoir être inauguré cette année selon les dernières informations dont on dispose. Donc, en tout cas, la vidéo, elle est prête. Donc, Olaf, tu peux la lancer si tu veux. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si ça a déjà marché tout à l'heure parce que je l'avais lancé en parallèle, si vous l'avez vu ou pas. Mais apparemment, non. Non. Donc, attendez, donc je dois… Alors, retourner… Oui, attendez, excusez-moi. Il y a un petit… Tu peux meubler un tout petit peu? Ah bah j'ai tout dit déjà. Donc, ce que je peux dire en plus, c'est qu'on est toujours à la recherche de figurants aussi quand on fait ce genre de projet, que ce soit les shootings photos, les tournages vidéo. Après, Marion, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Peut-être juste annoncer que les autres vidéos, donc ça concernera le trail, le VTT et puis la randonnée. Et ce qui était compliqué aussi, c'est la météo qu'on a eue ces derniers mois. C'était très compliqué de tourner une vidéo qui donne envie sans la brume, sans le brouillard, sans la pluie. Voilà, c'était assez compliqué. Oui, la météo, et puis on ne pouvait pas prendre n'importe qui comme figurant parce que pour faire une belle vidéo VTT, il nous fallait des bons VTTistes. Pour le vélo, c'était pareil. Donc voilà, c'était plein de facteurs à réunir au bon moment. Et vous verrez peut-être qu'ils connaissent Philippe Berger de l'Office de tourisme de Reims qui apparaît en guest dans la vidéo. Voilà, j'y suis. Là, tu le lances sur ton écran. Attendez. Tac. Quand tu passes un partage d'écran. Oui, je sais. Et… Oh, voilà. Donc, Béatrice, on rigole pas. Et… On serait tous comme toi, Olaf. J'étais en train de me dire merci les visios. Et son ordinateur, c'est son clavier et c'est son pad. J'y touche pas. Mais pourquoi ça fonctionne pas là? Je suis un peu désespéré. Après, ce qui est important, c'est qu'Emmanuel, elle nous envoie quand ça sera dispo et qu'on aille les visionner, qu'on les partage grâce à Marion qui les mettra sur les réseaux sociaux. Et là, tu affiches. Alors, est-ce que là… Est-ce que vous voyez là? Oui. Oui? Parfait. Premiumbeat.com. Premiumbeat.com.
Voilà, ça a plutôt bien fonctionné, mais vous vous doutez bien que ce sera un petit peu moins saccadé sur la bonne version. Et puis, voilà, ça vous donne une idée de ce qui a été fait sur la vidéo vélo. Et puis, c'est un peu frustrant parce que les figurants eux-mêmes n'ont pas encore vu le résultat. On n'a pas encore pu leur montrer puisque tout n'est pas finalisé. Vous voyez vraiment ça en avant-première. Mais voilà, on espère que ça vous plaît. Et la deuxième information, donc qui n'a rien à voir avec le vélo. Ah là, tu viens de tuer le suspense. Mais vous avez compris le message, je pense. Donc, on organise. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec l'écran. Je pense qu'il y a des petits bugs, mais ce n'est pas grave. On organise au parc un nouvel événement inédit sur la montagne de Reims qui va s'appeler la Grande Traversée. C'est un partenariat avec le comité départemental de la randonnée pédestre de la Marne et avec la participation de nombreux partenaires, le département, la région, la DT, la SNCF, les communes de Rilly, Germaine, Ailly, et puis je vais certainement en oublier, on a Mutigny aussi, donc voilà, j'en oublie certainement et je suis désolée, mais voilà, c'est un événement sur lequel on a beaucoup de partenaires et beaucoup de soutien. L'idée, c'est de proposer une grande traversée en randonnée pédestre entre Rilly-la-Montagne et Ailly-Champagne, en passant par Germaine. Ça emprunte une bonne partie du GRP de la montagne de Reims avec quelques petits défis qu'on a rencontrés cette année puisque on devait contourner une zone de travaux SNCF. Je ne sais pas trop ce qui se passe, Olaf, avec mon écran, mais bon. Et puis, donc ça aura lieu le dimanche 22 mai 2022. La grande traversée, elle fait 22 km, donc c'est un bon moyen mémotechnique de retenir tout ça. 22 mai 2022, 22 km. La grande traversée, ce sera un itinéraire linéaire. En fait, on veut vraiment que ça soit un peu une grande aventure qui attire les gens parce que c'est un petit peu exceptionnel. Et puis, on animera tout ça avec 3 haltes festives qui seront installées le long de l'itinéraire, donc à Rilly-la-Montagne, à Germaine et à Ailly, grâce au soutien des communes, des EPCI qui vont proposer des animations à nos côtés le jour J. Et au départ de ces haltes festives, on aura aussi des propositions de plus petites boucles parce que la grande traversée, déjà, c'est un itinéraire linéaire, donc on revient en train. C'est un petit peu aussi l'esprit de cet événement qui est de dire, bah voilà, cet événement, vous pouvez venir y participer en train et revenir ensuite en train de Reims, d'Épernay ou d'une des autres communes. Mais on sait qu'on aura aussi des gens qui préféreront faire de la randonnée sous forme de boucle avec des distances moins importantes, notamment les familles. Donc, on aura aussi les PR qui existent dans les 3 communes concernées qui seront valorisées. Le sentier des lutins du côté de Germaine, par contre. Le 22 mai, ce sera aussi la journée mondiale de la biodiversité. Donc, sur les haltes festives, on aura entre autres des animations proposées par les collègues du parc pour valoriser la biodiversité du territoire, la forêt, en partenariat avec l'ONF et Forêt d'Exception. Donc voilà, on vous a mis une capture d'écran d'une publication que Marion a faite le 12 janvier et qui a, alors je ne sais pas Marion, si on a battu tous les records de l'histoire. Non, tu n'arriveras pas à battre les feux de Verzy en automne, mais c'est pas mal quand même. Bon, on a voilà 45 000 personnes qui ont vu ce post Facebook, ce qui est voilà, quand même un engouement assez, alors pas inattendu parce qu'on sent bien que l'événement peut plaire et c'est pour ça qu'on l'organise d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il a été largement partagé, commenté, relayé. Sachant que là, il s'agissait juste d'un save the date en fait. Donc voilà, c'est assez encourageant. Les gens ont l'air enthousiastes. Et donc tout ça pour vous dire que Olaf, diapo suivante, le succès de cet événement ne sera possible que si l'on a une bonne participation, et ben, notamment de bénévoles le jour J. Parce que vous imaginez bien que sur un itinéraire aussi long et avec 3 haltes festives sur lesquelles on va aussi accueillir les gens, leur remettre un roadbook, etc. Voilà, on a besoin de beaucoup de monde. Donc, l'équipe du parc sera mobilisée. Le CDRP va également
avoir de nombreux bénévoles qui seront présents le jour J. Mais voilà, on aimerait beaucoup aussi que cet événement soit à la fois un coup de projecteur pour le territoire du parc, mais aussi une occasion d'être avec vous, élus du comité syndical, que ça soit pour quelques heures ou pour toute la journée, si vous êtes ouvert et intéressé à donner un petit peu de votre temps pour être avec nous ce jour-là. Voilà, c'est une proposition qu'on avait déjà faite sur de précédents événements, notamment la rando du parc, la fête de la pomme. Donc, quelques-uns d'entre vous avaient répondu présent et on les en remercie. Et je pense qu'ils avaient passé un bon moment et nous aussi. Donc, voilà, sur un événement d'une envergure telle que celle que je viens de vous décrire, c'est incontournable en fait qu'on ait une bonne participation de votre part, entre autres. En tout cas, on l'espère. Donc, voilà, je suis à votre disposition, ainsi que ma collègue Laurie, si vous avez des questions sur l'événement. On va aussi revenir vers vous. On va vous faire un mail, en fait, prochainement pour vous faire cette demande, savoir si vous êtes disponible, intéressé et partant pour donner un petit peu de votre temps ce jour-là sur les haltes festives et sur l'itinéraire. Voilà. Merci Emmanuel. Merci beaucoup. Donc, au niveau d'actualité, donc on a presque fini. Donc, juste pour vous dire aussi, bientôt en ligne, il y a 2 nouvelles épisodes des Habitants du Talon. C'est la série des films qu'on a tourné depuis maintenant 2 ans et demi sur les talents qu'on peut trouver dans les différents villages de la montagne de Reims. Donc, il y a Rambonnet qui est sorti et aussi le film sur Verzenay, donc vu 7005 et 5600 fois. Il y a aussi bientôt un film qui va sortir sur l'artisanat d'art. Et donc, à voir sans modération sur la page Facebook du parc ou sur notre chaîne YouTube. Vous tapez juste Montagne de Reims sur YouTube et vous allez tomber sur tous ces films qui sont à votre disposition. Et last but not least, presque last but not least, aussi une nouvelle édition d'un guide pratique sur la pollution lumineuse et tout ce qu'on peut faire pour protéger la biodiversité de la nuit, comment réfléchir à l'éclairage public, qu'est-ce qu'on peut faire aussi chez soi, d'expliquer c'est quoi le problème sur cette pollution lumineuse. Sachant chez nous, il y a déjà 20 communes aujourd'hui en montagne de Reims qui font l'extinction à la nuit ou qui font d'autres mesures pour réduire la consommation d'énergie, qui est souvent dans les petites communes un très grand budget. Donc, avec plein d'astuces très concrets sur 36 pages à disposition à la Maison du Parc. Si vous voulez commander aussi pour vos communes, il n'y a aucun problème. Adressez-vous à notre secrétariat, donc on peut vous transmettre des éditions qui viennent de sortir. Et aussi une journée qui sera organisée le 8 mars. Donc, c'est une journée pour les élus locaux sur la biodiversité. Et dans quelle mesure la biodiversité est une opportunité pour les collectivités. Donc, c'est un séminaire d'échange au niveau national, accompagné aussi par l'Office national de la biodiversité. Donc, les inscriptions s'ouvrent fin janvier, donc là, début février. Et si vous souhaitez d'autres renseignements, vous pouvez vous adresser au séminaire de génie de l'écologie, mais on va aussi diffuser cette information par mail sous peu. Voilà. Donc là, on avait prévu, vous vous souvenez, il y a un peu plus qu'1 an, on avait parlé de la résidence de l'architecture qui était prévue à Chamery. Donc, c'était une résidence qui était organisée, qui s'est terminée l'année dernière. Donc, il y a le maire de Chamery, monsieur Allochry, qui souhaitait faire un point sur cette résidence et pour montrer qu'est-ce qu'une résidence comme ça peut apporter pour un village de la montagne de Reims. Donc, Jean-Marie, je t'ai bien vu arriver tout à l'heure. J'espère que tu es toujours parmi nous. Oui, vous m'entendez? Oui. Bien. Je me fais un petit signal quand tu veux que je change le diapo. Malheureusement, je ne sais pas qu'est-ce que je fais. On ne vous voit plus. Mais bon. On ne voit plus? Non, on ne vous voit plus. Non, mais ce n'est pas grave. À chaque fois, je dirais de changer. Voilà. D'accord. Donc, j'interviens devant vous ce soir pour vous présenter ce qu'on a vécu au niveau du village de juillet à novembre pendant les temps d'architecture, les temps de résidence d'architecture et de paysage.
Alors, vous vous posez peut-être la question de ce que c'est une résidence d'architecture. Bon, je vous rassure, tous les gens du village se sont posé cette question quand on leur a annoncé que, eh bien, des architectes allaient venir en résidence dans le village pour accompagner le conseil municipal dans la réflexion sur certains projets. Donc, je pense que maintenant, pour les habitants, c'est un peu plus clair. Et puis, ils ont découvert aussi l'intérêt de ce dispositif. Alors, comment est née l'idée de s'inscrire à la résidence? C'est parce qu'au départ, on avait deux projets. Un projet de réhabilitation de la mairie école, suite à la fermeture de l'école. Donc, il y a 2 salles de classe qui se trouvaient libérées. Ensuite, ce bâtiment n'est pas en norme accessibilité. Alors, on a eu une dérogation pour faire les travaux. Hein, et donc là, maintenant, on va pouvoir commencer ces travaux. Ensuite, ce bâtiment, il faut le dire, c'est une passoire thermique qui a besoin d'une bonne rénovation thermique. Et puis, on a un secrétariat qui a besoin d'être aménagé. Donc, la question qui se posait pour ce bâtiment, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et puis, le deuxième projet, c'était aussi une rénovation au niveau de la place du village qui avait déjà été engagée les années précédentes par la création d'une aire de jeu pour enfants et d'un jardin d'essence. Et sur cette place, il y a un abribus qui est en très mauvais état, qui a besoin d'être démoli. Donc, on s'est dit, on va démolir cet abribus et par quoi va-t-on le remplacer? Et puis ensuite, on s'est dit, on va essayer de réaménager l'ensemble de la place de façon aussi à faire un lien avec le jardin d'essence qui est en contrebas derrière l'abribus. Hein, je vous voyais sur la photographie. Et puis, donc, avec quel objectif? On s'est dit, il faut qu'on associe absolument les habitants à cette réflexion. Parce que si on veut redynamiser, par exemple, la vie associative, vitaliser le centre du village, il est nécessaire d'associer les habitants à la réflexion. Mais pour associer cette démarche participative, n'est pas forcément très simple à mettre en œuvre. On a toujours besoin, je pense, d'un médiateur extérieur qui a un regard vraiment extérieur, un regard neutre sur les projets et qui va permettre de collecter toutes les idées des habitants du village. Donc voilà l'idée, voilà pourquoi on a posé candidature pour la résidence d'architecture et de paysage. Donc, on a eu la chance d'être choisi. Donc, je vais vous présenter comment s'est déroulée cette résidence. Donc, dans un premier temps, il a fallu recruter un cabinet d'architectes. Alors, les modalités, le financement du cabinet, c'est la région qui finance. Le recrutement s'est fait par l'intermédiaire du parc, sous la forme d'un marché à procédure adaptée. Donc, les dossiers donc, un appel d'offres a été fait. Et donc, 3 cabinets de la région parisienne, seulement 3 cabinets de la région parisienne ont répondu à l'appel d'offres. Donc, il faut bien comprendre aussi que la résidence d'architecte et de paysage, c'est pas un dispositif qui est très courant dans notre région, qu'il l'est beaucoup plus dans d'autres régions. Hein. Et donc 3 cabinets ont porté leur candidature et on en a retenu un. C'est l'équipe des 4 architectes que vous voyez apparaître sur la diapo. Alors, pourquoi a-t-on choisi ces architectes? Tout simplement parce qu'il nous a semblé que c'était les mieux placés pour pouvoir créer la mobilisation des habitants, pour pouvoir créer une certaine dynamique participative. Les 2 autres cabinets avaient des compétences, mais n'avaient pas, nous semble-t-il, cette compétence. Voilà, donc voilà pourquoi on les a choisis. Alors, donc, Olaf, si tu peux tourner, voilà. Donc, quelle est la stratégie que l'on a adoptée? Donc, dans un premier temps, on a créé un comité de pilotage, donc avec le maire, moi-même, mon adjointe qui est chargée de la vie associative. On a voulu associer aussi le Grand Reims, qui a été représenté par la directrice du pôle territorial de Gueux. On a associé l'architecte des bâtiments de France, M. Deschamps, tout simplement parce que les projets que l'on a sont dans le périmètre du monument historique qui est l'église de Chamery. Et ensuite, les 2 autres membres
Donc, c'est les architectes Caroline Feneuil, l'architecte du parc, et puis donc les architectes de la résistance. Donc, le comité de pilotage avait pour mission d'organiser, de se charger de la communication, d'organiser les réunions, etc., etc. Ensuite, donc on s'est dit, si on veut que ça fonctionne, il faut absolument qu'il y ait une communication auprès des habitants. Donc, on a utilisé les différents moyens qui étaient à notre disposition. Donc, PanneauPocket, vous savez, c'est une application qui permet aux communes d'envoyer des alertes ou d'envoyer des informations en instantané aux habitants. On a utilisé le site Internet. Le Petit Écho, ben, c'est le bulletin communal. Alors, les architectes de la résidence ont utilisé les newsletters. Ils avaient à peu près 150 abonnés. On a utilisé les mails des habitants, les réseaux sociaux, l'union, le bouche à oreille, etc., etc. Donc ensuite, on s'est dit, bon, si on veut que ça fonctionne, il faut que les architectes de la résidence soient en immersion dans la vie locale. Donc, on leur a mis à disposition une salle pour qu'ils puissent travailler sur place et ils étaient hébergés quand ils restaient sur la commune, dans la commune. Alors, soit à l'hôtel, à Chamry, il y a un hôtel, donc soit à l'hôtel, ou soit dans des gîtes. Ensuite, les lieux de rencontre avec les habitants se faisaient dans une salle qui est juste en face de la mairie, qu'on appelle la chambre chaude. Pourquoi la chambre chaude? Les viticulteurs savent très bien, savent pourquoi, enfin, savent à quoi ça correspond. C'est simplement la salle qui était utilisée au moment par les viticulteurs dans l'ancien temps pour les greffages. Et puis, ensuite, on a eu la chance d'avoir dans l'équipe des architectes un architecte qui était très doué en dessin et qui était capable de reproduire en illustration les idées des habitants. Et donc, ce qui a vraiment eu une importance au niveau de la médiation. Donc, Olaf, si tu peux tourner, tu peux mettre la prochaine diapo. Et Olaf? Alors, donc alors là, ce que vous avez devant vous, c'est le calendrier de la résidence. Hein. Donc, le temps de résidence a été divisé en 4 temps. Alors, je vais les reprendre un par un pour vous expliquer les objectifs de chaque… D'abord le déroulement, puis les objectifs de chaque temps. Alors, le premier temps, le temps de l'architecture, l'architecture est une fête. Tu peux changer de diapo, Olaf? Alors, pour commencer l'architecture, on a profité de la fête patronale du village. Donc, là, vraiment, la résidence d'architecture a commencé le dimanche 4 juillet, pendant la fête patronale. Donc, les architectes ont installé un petit stand sur la place du village, ce qui leur a permis d'aller au contact des habitants, ce qui leur a permis d'expliquer le rôle l'intérêt d'une résidence. Et donc, ça a permis vraiment aux architectes de se faire connaître. Et puis, ça a permis aux habitants de comprendre ce que pouvait être une résidence et de l'intérêt que ça pouvait présenter pour le village. Et puis, ça leur permettait aussi de donner leurs idées par rapport aux 2 projets que j'ai cités précédemment. Donc voilà, le dimanche, ils ont passé leur après-midi à aller au contact des architectes, hein, ont passé leur temps à aller au contact des habitants pour recueillir, pour collecter des idées. Ils sont revenus une semaine plus tard, donc le samedi 10 juillet, donc en organisant une balade collective. C'est-à-dire que ceux qui voulaient pouvaient participer à une balade collective dans le village. Donc, on s'était donné rendez-vous à la mairie et puis on s'est baladé dans le village en s'arrêtant plus précisément sur les lieux concernés par les projets. Alors, donc là, vous avez les différents lieux. Donc, on était à peu près une quinzaine de personnes à se balader dans le village. Ça permettait pour permettre aux architectes de découvrir le village, de s'approprier les usages
des habitants, enfin des usages en cours dans le village, enfin de prendre connaissance du village. Et donc ça, c'était le matin, et l'après-midi, donc les gens avaient la possibilité de rencontrer les architectes dans la salle qui était mise à leur disposition pour des ateliers, ce qu'on appelait des ateliers thématiques. En même temps, on a mis en place une boîte à idées avec un questionnaire que les gens pouvaient remplir et remettre dans la boîte à idées. Donc voilà, ça c'est le premier temps, c'est l'architecture qui est une fête, et ça a permis donc déjà dans un premier temps de collecter des idées. Tu peux... Donc le deuxième temps, ben, c'est ce qu'on appelle le temps des conférences et des ateliers. Donc ils sont revenus, les architectes sont revenus le 30 juillet pour une réunion publique pour présenter ce qu'ils avaient collecté comme idées à la population. Donc à la réunion, on était à peu près 35 personnes. Donc il y a 35 personnes qui sont venues assister à cette réunion pour découvrir les idées qui avaient été émises au cours du premier temps de résidence. Donc ça, c'était le vendredi soir à partir de 18h. Et donc, ils sont restés le lendemain. Oui, Olaf, si tu peux. Donc, ils sont restés le samedi 31 juillet, toute la journée, pour recevoir les habitants qui voulaient participer, donc, qui voulaient exposer leurs idées, présenter leurs idées. Et donc, voilà, hein, donc vous avez des photographies. Et donc, des architectes, à chaque fois, illustraient par des dessins, par des plans, les idées que les habitants émettaient. Donc, ça, c'était le deuxième temps. Donc, voilà, hein, voilà comme, à la fin, comment ça se présentait. Donc, là, c'est le projet qui concerne l'église, enfin, pas l'église, mais la mairie qui est juste à côté de l'église. Et donc, vous avez des petites icônes. Donc, voilà toutes les idées qui sont remontées. Donc, la map, une épicerie, voir si on ne pouvait pas faire une épicerie dans un petit commerce de proximité dans la mairie, un bar associatif, est-ce que remonter le dépôt de pain du village à la mairie, un espace d'exposition, une médiathèque, enfin, voilà, les différentes propositions qui sont ressorties de la consultation des habitants. Donc, troisième temps, le temps des vendanges. Voilà. Voilà, donc les architectes sont revenus du 8 au 12 septembre, donc du mercredi 8 septembre au dimanche 12 septembre. Ils sont restés sur place pendant 5 jours. Donc, ils ont travaillé sur place. Et donc, ils ont travaillé à mettre sous forme les idées qui avaient été reçues pendant la collecte. Et le soir, les habitants pouvaient venir les rencontrer pour échanger avec eux. Bon, ils ont rencontré quelques personnes, mais ça n'a pas eu un succès formidable, bon, ça se comprend. Puis c'était surtout l'avant les vendanges. Et donc là, vous les voyez au travail dans la salle qui était mise à leur disposition. Donc, ils sont restés 5 jours sur le village pour travailler, pour mettre sous forme graphique différents scénarios imaginés par les habitants. Changer de diapo. Alors là, le samedi 11 septembre, à 18h, on a fait un apéro débat. Donc, il y a à peu près une quarantaine de personnes sont venues. Donc, ils ont présenté leur travail de la semaine aux habitants. Et on avait aussi invité M. Damichon, le président de l'association Le Cerf à 3 pattes de Germaine, simplement pour qu'il nous présente la vie de son association, comment elle s'est développée. Parce que l'un des objectifs quand même que l'on avait derrière cette résidence, c'était aussi de dynamiser la vie associative. Donc, ça a été un échange très, très, très convivial et les gens ont pu continuer à donner leurs idées. Donc, ils sont restés 5 jours sur la commune. Et le dernier temps, donc ils sont revenus au mois d'octobre, le 8 octobre, et pour une réunion publique. Là, vraiment, ils présentaient les travaux définitifs, ils présentaient les différents scénarios pour le projet mairie-école et pour le projet de la place du village. Et puis, pendant cette réunion publique, on a annoncé qu'il y avait une association qui
qui était créé et que le conseil municipal avait déjà travaillé pendant toute la période de la résidence sur cette problématique. Et donc, à la fin de cette réunion publique, à la fin de cette réunion publique, les gens, on est à peu près une cinquantaine de personnes, donc c'est pour montrer que l'intérêt que présentait pour les habitants cette résidence. Donc, les gens ont pu voter sur les scénarios, donc ce qui a permis de faire ressortir un consensus, surtout pour le projet mairie-école. Ils pouvaient aussi encore annoter les plans que présentaient les architectes dans la salle. Et puis, ce temps 4, il ouvre une nouvelle phase, qui va être celle de la réalisation des projets. Ensuite, il y a eu aussi, le 13 novembre, une présentation vraiment officielle, une restitution officielle aux différents partenaires, donc à la région, donc, qui était représentée par M. Franck Leroy, le maire d'Épernay, et puis qui est aussi conseiller régional. Il y avait aussi l'architecte Anna Vida, qui est responsable de la coordination des résidences d'architectes sur la région. On avait invité aussi M. Boudeville, le maire de Trépaille, puisque c'est Trépaille l'année prochaine qui, logiquement, doit être le siège d'une résidence d'architectes. Et puis, bien sûr, il y avait des membres du parc, enfin, il y avait Caroline, enfin, il y avait tout le monde. Donc, on a présenté de façon officielle, sous forme d'exposition, les projets qui sont nés de cette résidence d'architecture. Alors là, c'est simplement très rapidement. Je vous présente là, c'est les plans, c'est le projet mairie. Hein, voilà le travail abouti de la réflexion sur l'aménagement de la mairie. Je ne vais pas rentrer en détail. Ensuite, je peux passer à une autre diapo. Là, ça c'est l'illustration, hein, le dessin, pour l'aménagement possible de la cour de l'école. Hein, et puis on voit bien, on fait le lien entre la cour de l'école et l'église qui est située juste à côté. Donc voilà, hein, c'est simplement des documents pour vous présenter un peu ce qui est ressorti du travail des architectes. Ça, c'est la place. Donc l'idée sur la place, c'est de faire une petite salle multiservice pour remplacer l'abri bus, puis de faire un petit gradin. Alors, enfin, on ne sait pas encore trop. Là, pour le projet place, il y a encore, il n'y a pas un consensus, il y a encore débat. Hein, on est en train d'y travailler. Voilà, donc pour tout ce qui est plan. Ensuite, alors le bilan. Comme je vous l'ai dit, on se pose toujours la question, qu'est-ce que c'est une résidence d'architecture? On peut se poser la question, à quoi ça sert? Parce qu'il y a des gens qui se posaient la question, qu'est-ce qu'ils viennent faire dans notre village? Mais c'est vrai que une fois que la résidence a été lancée, les gens ont bien compris que c'était aussi un outil qui leur permettait de pouvoir donner un peu leurs idées, pour pouvoir agir sur le devenir du village. Hein. Alors, et puis, ce qui est à remarquer en plus, on a remarqué que c'était beaucoup plus les jeunes générations qui s'étaient impliquées dans cette résidence. Au moment des réunions, c'était surtout des jeunes qui étaient là et on les sentait fortement impliqués dans cette résidence. Et puis, donc, voilà, ça a permis à la population, aux gens, de donner leur avis sur les projets de la commune. C'est pas forcément toujours le conseil qui va décider, donc ça a été décidé collectivement. Bon, ça, moi, je trouve que ça a été une expérience très heureuse, hein, parce que, mais grâce surtout à la médiation des architectes. Je pense que ce type de démarche n'est possible que s'il y a une médiation extérieure qui permet donc les échanges sans préjugés, sans a priori, etc. Donc, ensuite, maintenant, la prochaine diapo, voilà. Donc, maintenant, donc on continue. Donc, les projets ont été validés, hein, et donc on s'est récemment engagé avec les architectes de la résidence. Donc, on va poursuivre la réalisation des projets avec eux. Donc, on s'est engagé sur une étude de faisabilité pour le bâtiment de la mairie.
Donc, on voudrait, cette étude de faisabilité, c'est surtout pour prévoir une programmation des différents travaux qu'il y aurait à faire. Et puis, on s'est vraiment déjà engagé sur une maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de la place. Voilà. Donc, c'est bien, on continue. Donc, ça, on continue cette résidence pour la réalisation des projets. Donc, je voulais aussi remercier la région déjà pour avoir financé cette résidence, le parc pour avoir participé, enfin, pour avoir coordonné, nous avoir déjà choisi, pour avoir coordonné cette résidence. Et puis, je remercie aussi l'architecte des Bâtiments de France qui a participé d'une façon assidue aux réunions qu'on pouvait organiser. Et puis à Caroline, Caroline Sommier, qui a œuvré aussi pour ce projet. Donc voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on a découvert et c'est vraiment quelque chose qui a eu un impact sur la vie du village pendant les 3 mois de résidence. Oui, merci Jean-Marie, parce que c'est vrai, c'était aussi une aventure à oser de votre part d'être parti et c'est un projet qui s'inscrit dans les projets interréseau, donc avec les 5 autres parcs de la région Grand Est. Donc, dans chaque parc a lieu une première résidence cette année et donc une deuxième en 2022, comme tu disais bien, donc avec Trépaille. Et vraiment un grand merci à Caroline Cheneuil qui a suivi ce projet pour l'interréseau parce qu'on savait pas trop ce qui nous attend. Et surtout, comme je disais, aux communes qui sont engagées et qui saisissent vraiment l'occasion pour le réaliser. Et vous avez aussi fait l'échange avec Germaine, avec le cerf à 3 pattes, etc. Donc, ça crée aussi des dynamiques sur le territoire. Donc, vraiment, merci à vous. Oui, un grand merci. C'est tout à fait... c'est important de partager ce type d'expérience avec tout le monde aussi, de témoigner, puisque ça montre effectivement qu'on peut faire des belles choses en mettant un certain nombre de personnes autour d'une table. Donc, bravo pour ce beau projet et puis merci d'avoir répondu présent pour cet appel à la résidence d'architecture, en tout cas. C'est nous qui vous remercions. Oui. Ouais, moi je voulais ajouter bravo pour ce témoignage parce que je pense que ça peut donner envie à d'autres. Enfin, j'espère que ça va donner envie à d'autres. Par contre, je relève que vous avez parlé de Trépaille, déjà, qui est positionné. C'est ça? Oui, tout à fait, ouais. Super. Oui, parce qu'il y avait, à l'origine, il y avait 2 communes qui s'étaient présentées. Quand on a appris qu'il y avait une résidence qui allait se mettre en place sur le parc naturel de la montagne de Reims, donc il y a 2 communes qui ont porté leur candidature, Chamery et Trépaille. Après, donc nous, on a eu la chance d'être choisis en premier, parce que ça, puis en plus, pour nous, ça a vraiment tombé à pic. On était en pleine réflexion, puis on voulait associer la population, on ne savait pas trop comment faire. Et donc, on s'est dit, allez, on y va, on verra bien. On ne peut que tirer profit de ce dispositif, de cette opération. Et vraiment, c'est quelque chose d'assez... Il y a une dynamique qui s'est créée. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Il y a eu pas mal de commentaires aussi en ligne, donc merci à vous. Donc, à voir comment on peut poursuivre ça, parce que ça peut donner d'autres occasions pour d'autres communes. Donc, on verra ça aussi avec la région sur la suite du programme Interréseau, si on peut continuer cette aventure en montagne de Reims. Bon, est-ce qu'on continue? Donc, ce sera passer sur le budget. Hop. Donc, donc je laissera ma place. Donc, il y a Laure Miller, déléguée au parc, qui est présidente de la commission finance, et mon adjoint, monsieur Éric Lallemand, qui reprennent la parole. Donc, hop. Donc, il est là. Donc, il est juste derrière. Il est juste derrière. D'accord. Bon, c'est bien ça. D'accord.
Bonsoir à tous, à toutes. Madame Miller, vous êtes… Je suis là, bonsoir à toutes et à tous. Donc, allez-y. Non, c'était juste pour dire que en fait, on vous a transmis tous les éléments du débat d'orientation budgétaire dans la convocation du comité syndical et qu'on a fait en lien avec donc Madame Miller, présidente de la commission finance, et que je vous laisse présenter le document. Voilà. Oui, je parle sous votre contrôle, Eric. Effectivement, comme vous le savez tous, on a deux budgets au parc naturel régional de la montagne de Reims. Le budget principal, mais aussi le budget annexe qui concerne donc le centre d'initiation nature. Donc l'ordre d'idée, vous le connaissez aussi tous maintenant, c'est que le budget annexe donc de Commetreuil, c'est 100 000 € par an, absorbé, on le verra un peu plus tard, par le département et la région. Et puis le budget principal, ça varie entre 1,5 million et 1,8 million par an en fonction des programmes annuels d'action. Donc on va évoquer le budget annexe en premier. Vous le savez aussi tous maintenant, le centre d'initiation à la nature a fermé à la fin de l'année 2013. La conséquence, ça a été évidemment la suppression des postes des fonctionnaires qui étaient affectés à ce site. Et donc, on a donc un budget qui subsiste, vous allez le voir après, et assez peu de recettes puisqu'il y a juste une location de chasse en face. Donc, on avait 4 animateurs qui ont été recasés. 3 agents de restauration et hébergement, 2 sur les 3 ont été repositionnés. Vous ne m'entendez pas très bien, je vois. Écoutez, nous, ça va, oui. Bon, je continue, je ne vois pas trop comment je peux faire. Je suis pas mauvaise technicienne avec mon ordinateur. Non, ça va. Je continue si ça va. OK. Donc, il y a en revanche un des agents restauration et hébergement qui subsiste, entre guillemets, à notre charge. Et puis ensuite, sur les 3 agents d'entretien, on en a recasé, entre guillemets, 2. Et puis, il en reste un qui est suivi par le centre de gestion de la Marne. Ce qui fait qu'on a donc deux fonctionnaires qui nous coûtent, entre guillemets, par an 50 à 60 000 €. S'ajoute à ça la gestion du site, en fait, l'entretien minimum, j'allais dire, et puis les taxes. Donc, ça fait un total d'environ 100 000 € par an pris en charge par le département et par la région. Se pose aussi la question de la toiture. Enfin, le bâtiment est quand même vieillissant, donc il pourrait y avoir potentiellement d'autres charges. Donc, en 2021, on était à 100 000 €. Et puis, sur l'année 2022, la présidente, tout à l'heure, a rappelé qu'il y avait, entre guillemets, rien de neuf. Je parle sous le contrôle de Claude Mauprivé de Bouilly, mais voilà, la procédure de révision allégée est en cours. Elle prend quelque chose comme 1 an, donc elle sera sans doute terminée à la fin de l'année. Et puis sur le reste, rien de neuf depuis le dernier comité syndical. Donc on aura toujours un déficit cette année, manifestement, de 100 000 €. S'agissant du budget principal, donc vous le savez, 2 tiers des dépenses de fonctionnement concernent la masse salariale. Les enjeux, ils sont sur 2 plans, à la fois l'évolution du nombre de TP qui est lié en fait à la pérennité de nos financements de manière générale, et puis l'autre qui est la gestion du glissement vieillesse-technicité. La vieillesse avec on a des agents qui sont anciens et donc il faut avoir un salaire, une rémunération adaptée, et puis la technicité avec l'évolution des fiches de poste et donc des postes qui sont plus exigeants. S'agissant de l'évolution des effectifs en 2022 par rapport à 2021, on a donc une création de postes pour le projet LIFE qui est financé donc à 90% par l'Europe, la région et l'Office français pour la biodiversité, et puis le poste d'ambassadeur de l'alimentation durable financé à hauteur de 70% par l'État. Et en revanche, on perd un poste qui est terminé, qui était dédié à l'Atlas de la biodiversité communale, qui s'arrête à la mi-2022, donc en mois de juin 2022, qui était financé lui aussi à 90% par l'OFB. Ce qui nous fait, donc vous voyez l'état des lieux en matière d'agents du parc. Donc on a ceux qui sont de couleur noire, donc ceux que vous voyez là, en fait, ils sont financés par vos contributions statutaires, donc des membres du parc. On a le pôle éducation à l'environnement, il y a une source de financement spécifique. Et puis, en troisième lieu, des financeurs par programme d'action, donc
les agents du parc qui sont en bleu sur la diapositive. Bah non, je suis encore. Alors, pardon. J'ai vu que monsieur Dieudonné avait levé la main de Villenselve. Ah. Ce que je propose, c'est que si vous avez des questions, c'est qu'on les fasse à la fin. Monsieur Dieudonné. Bon, bah, écoutez, visiblement, c'était une erreur. Madame Miller, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Vous m'entendez, vous aussi? Oui, très bien. Oui, ok, super. Voilà. Ensuite, s'agissant des recettes et des dépenses, alors on a donc ce qui est financé par les contributions de vous en tant que membre du parc à hauteur de 900 000 euros par an. On a donc l'activité propre du pôle éducation à l'environnement qui est de l'ordre de 150 000 euros de dépenses par an. Et enfin, ce qui est financé par des subventions donc propres à chaque programme d'action. Et là, ça varie chaque année entre 500 000 et 800 000 euros de dépenses. Donc, s'agissant du financement donc statutaire, voilà, l'idée c'est d'avoir une année 2022 avec une stabilité des cotisations. Vous le savez, c'est pour les communes du parc, c'est 2,45 € par habitant, sachant que alors elles avaient été gelées depuis 2011, et puis pour ceux qui étaient présents en 2019, on avait eu une revalorisation, on était passé de 2,40 à 2,45, et donc l'idée cette année c'est de ne rien toucher. On a donc la contribution chaque année alors les grands contributeurs ensuite, c'est évidemment la région à hauteur de 328 000 euros, le département à hauteur de 241 000 euros. On a ensuite la subvention de l'État qui est versée pour chaque parc naturel régional à hauteur de 100 000 euros. Et puis ensuite les contributions donc, d'Épernay, 25 000 euros, de l'agglomération chalonnaise, 26 000 euros. Et puis d'autres EPCI, ça nous fait un total de 6 000 euros. Et j'ai oublié évidemment le Grand Reims à hauteur de 79 000 euros. Donc, les recettes statutaires équilibreront les dépenses statutaires en 2021. Pour 2022, c'est moins évident puisque on préconise une stabilité et que du coup, en revanche, voilà, avec l'inflation notamment, on ne sera pas forcément à l'équilibre, mais il faut avoir en tête qu'il y a le report excédentaire cumulé de fonctionnement qui est de 380 000 euros en perspective. Alors, sur le pôle éducation à l'environnement, il représente donc 2 animateurs à temps plein, un animateur saisonnier, un responsable de pôle. Comme je le disais tout à l'heure, le budget, c'est 150 000 euros par an. Et en face, on a donc là une recette spécifique, donc une subvention du département de 20 000 euros, une subvention de la région, donc 55 000 euros, et puis des recettes d'animation. On a à la fois le versement direct des écoles qui bénéficient de ce type d'animation, une subvention de la communauté urbaine du Grand Reims, de Épernay, et puis d'autres projets qui peuvent contribuer à hauteur du coup dans l'ensemble de 70 000 euros. Sachant que du coup la subvention spécifique département et celle de la région, ça permet en réalité de diviser le coût d'une journée qui serait facturée à l'école, qui serait en principe de 700 euros, et qui passe à 350 euros grâce à l'aide de la région et du département. En 2020, ça a été compliqué, évidemment, avec la crise Covid. On avait un résultat négatif à la fin de l'année. L'année dernière, un peu moins, mais on n'était quand même pas dans les clous. Et donc, on espère un retour à l'équilibre cette année si tout se passe bien. Ensuite, sur les programmes, le programme annuel d'action, alors il y a 4 grands types de financeurs. On a à la fois la déclinaison annuelle du contrat annuel d'objectifs entre le PNR, la région et le département. On a l'État, évidemment, à travers toutes ces directions qui peuvent nous concerner, qui nous financent, et puis les agences, et puis l'Europe. Alors, pour financer quoi? Pour financer notamment nos appels à projets sur la plantation de haies et de vergers, la restauration du patrimoine, des postes de chargés de mission pour le PAT, pour la charte forestière, la trame verte et bleue, voilà, vous voyez le projet LIFE, et puis les aménagements des études, des prestations diverses, et puis la communication également. On a également la région pour les actions inter-réseau, donc des 6 PNR du Grand Est. On a donc 6 actions inter-réseau, donc voilà, entre les parcs naturels de notre région Grand Est. Et puis la région aussi qui nous aide financièrement pour la révision de la charte et qui sert évidemment essentiellement à financer pour l'instant les bureaux d'études.
Donc, les dépenses du programme annuel d'action sont financées par des subventions spécifiques, dont une grande partie à 100% en réalité. La nouveauté 2022, c'est la participation du parc naturel au projet Life Bio Grand Est, initié par la région, avec, comme on l'a dit tout à l'heure, la création d'un poste de chargé de mission. Également, la poste d'un ambassadeur de l'alimentation durable. Le financement global du programme d'action est déséquilibré de l'autofinancement nécessaire du parc, notamment pour les actions qui concernent l'alimentation durable. Mais s'agissant d'actions limitées dans le temps, ce déséquilibre reste donc maîtrisé. On a également certaines actions cofinancées par les fonds européens qui permettent de valoriser financièrement le temps de travail qui est consacré à ces actions par certains agents statutaires. Par exemple, sur le précédent financement Trame verte et bleue, le FEDER, cette valorisation est en moyenne de 20 000 € par an pendant 3 ans. Donc, vous le voyez là aussi en détail. Donc, s'agissant de la Trame verte et bleue, c'est l'équivalent d'un ETP et demi pendant 2 ans et demi, plus les études, ça équivaut à 280 000 € sur la période. Et donc, financé 50% pour le fonds FEDER, l'État à 25%, et puis le département et la région pour le reste. Donc, même détail sur les zones humides. Là encore, c'était un ETP pendant 3 ans, plus la communication et les frais, donc 174 000 € que ça nous a coûté sur la période, financé par l'Agence de l'eau et un autofinancement à hauteur de 20%. Pour le projet LIFE, c'est un ETP pendant 9 ans, plus les prestations, pour un coût donc de 1 140 000 € pour la période, financé là encore pour une grande part par les fonds européens, par la région et l'OFB, et puis un petit autofinancement de 10%. Sur le PAT, qui a commencé en 2019, sur cette période, le coût a été de 310 000 €. Là encore, ça a été l'État qui nous a financé à hauteur de 130 000 €, la région, le département pour 145 000 et un autofinancement de 35 000 €. Et puis pour l'appel à projet patrimoine, ça nous a coûté 20 000 € pour 2020. C'est prévu 20 000 € pour 2022. Et là encore, c'est la région, on n'a pas d'autofinancement sur cet aspect-là. Et donc là, c'est la dernière diapositive qui a pour vocation de vous montrer un peu la part finalement de nos financeurs au sein du parc. Donc, on voit la position de la région Grand Est, qui est en même temps la collectivité de tutelle pour le parc, donc presque 40%. Viennent ensuite le département, l'État et ses agences, et puis ensuite les fonds européens, les communes, le Grand Reims, Épernay, Châlons, et puis les recettes qu'on peut avoir par les animations qu'on peut faire notamment dans les écoles. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le budget. Tout le monde est en train de boire l'apéro. Alors, non, moi je suis pas en train de boire l'apéro. Merci Madame Miller. Juste rappeler donc que le comité syndical du 22 mars 2022 sera donc l'occasion de voter le compte administratif 2021 et de voter le budget primitif 2022. Ensuite, y a-t-il des questions ou des précisions à apporter à cette présentation que Madame Benoît a voulu resserrer, mais la plus pédagogique possible et compréhensible possible? Alors, dans le forum de discussion, non, c'est bien clair. Chez moi, mais plus de son, hormis quelques réunions, écoutez, une image correcte. Il n'y a pas de questions? Ah, Monsieur Rodriguez, levez la main. On est sur 2 écrans, alors c'est compliqué, on est en train de… Monsieur Rodriguez, allez-y. Oh, merci, ce n'était pas une question, merci pour cette présentation, c'était clair. On a à peu près entendu, donc moi j'ai entendu, mais j'avais des connexions, mais non, mais j'ai bien entendu, ça a marché, pas trop mal pour la visio. Juste pour dire que le département, je profite que Laure est là, il y a quelques collègues conseillers départementaux qui sont aussi là, a voté à la dernière session, les subventions pour le parc naturel régional de la montagne de Reims. Donc, soyez rassurés pour cette année, nous c'est fait, de notre côté, du département, avec une subvention qui correspond au fonctionnement habituel, et puis aussi, évidemment, un peu de subvention d'action, mais le détail a été évoqué par Laure. Donc voilà, alors les collègues ont demandé deux demandes auprès du parc. Les conseils départementaux souhaiteraient qu'on ait un petit groupe de travail, peut-être, alors quand vous voulez, avec les conseils départementaux et les membres du parc pour travailler sur la charte, la révision de la charte, puisqu'il y a des associations des communes, mais le département en tant que collectivité pourrait
voilà, à valoriser des choses qu'il fait ou avec les collèges, des choses à regarder de près. Donc, c'était une demande des collègues. Et puis, une demande également du président Bruyant qui était voilà, comme le parc est un territoire d'expérimentation, eh bien, quand il y a des expérimentations réussies ou non réussies, on les fasse partager aux autres communes, même en dehors du territoire du parc, hein, aux communes marnaises, afin qu'elles s'en inspirent, qu'elles prennent des idées. Et voilà un petit peu ce qui a été fait avec la présentation de Jean-Marie Elouchery, eh bien, qu'on puisse partager le reste aux autres communes en dehors du parc qui s'inspirent de ce qu'on fait sur notre territoire. Merci. Très bien, c'est noté, Jonathan. Effectivement, on invite régulièrement les élus départementaux dans nos différentes instances, mais on va essayer de faire la démarche inverse et de venir vers vous. Y a-t-il d'autres Oui, j'ai vu la main levée de Monsieur Mauprivé. Oui, toujours moi. Je trouve effectivement intéressant de prendre sur le report excédentaire cumulé de fonctionnement. C'est une bonne initiative pour pas augmenter les cotisations et donc de prendre là-dessus si on arrive à un déficit. Donc je pense que vous pouvez construire le budget comme ça. Après, je rebondis sur les propos de Monsieur Rodriguez. Effectivement, moi j'ai participé à des ateliers sur l'élaboration de la charte. Et je dis à tous mes confrères ici présents, j'ai trouvé qu'il y avait quand même peu d'élus qui étaient venus ou qui avaient répondu présents aux ateliers. J'ai trouvé ça un peu dommage. Voilà. C'est toujours difficile de mobiliser les élus, effectivement, sur un certain nombre de sujets. En tout cas, on remercie effectivement le département qui nous a fait parvenir son compte-rendu et puis pour les subventions qui nous sont attribuées encore une fois. Et on va en avoir besoin évidemment pour fonctionner. Donc, merci à eux en tout cas. Donc, si vous en êtes d'accord, on va prendre acte que la présentation du débat d'orientation budgétaire. Si plus personne ne veut prendre la parole et on va approuver les orientations budgétaires 2022 présentées sur le base du rapport présenté par Laure Miller et Éric Lallemand ici présent. Pas de remarques? Jonathan, je crois que tu as laissé ta main levée. Je ne sais pas si tu veux encore participer ou si… Non, c'est bon? Ok, ça marche. Bon, merci beaucoup. Donc, on va passer au dernier sujet de notre comité syndical. Non, il y a les agendas avant de passer. Oui, normalement, vous avez tous reçu. Attendez, est-ce qu'il y a le micro? Voilà. En décembre, tous les calendriers des instances d'ici jusqu'en été prochain. Donc, si vous l'avez pas reçu, faites-nous rappel au secrétariat. Mais normalement, toutes ces dates, vous les avez eues. Donc, prochaine réunion, surtout, ça sera le vote budgétaire, donc le 22 mars 2022. Et j'espère qu'on pourrait se voir en direct, en présentiel. OK. Donc, dernier sujet aujourd'hui, donc c'est donc les derniers 6 mois, on a travaillé sur le projet stratégique de la charte. Donc, oui, merci Claude de rappeler qu'il y a plusieurs ateliers qui ont eu lieu. On a essayé de mobiliser le plus possible des élus et on a fait aussi des ateliers pour les habitants. Donc, pour arriver à ce projet stratégique pour la future charte Objectif 2039. Donc, on arrive aujourd'hui à la fin de cette élaboration et donc Marie L'Enfant, elle va, qui est la charge de mission charte, présenter les grands axes de ce projet stratégique qui était déjà présenté à plusieurs et travaillé à plusieurs reprises, donc aussi avec le bureau. Donc, Marie, est-ce que je fais avancer le PowerPoint ou tu veux le présenter toi-même sur une version sur ton ordi? Qu'est-ce que tu préfères? Je préfère que tu le fasses toi si ça te dérange pas. OK. C'est bon, vous le voyez bien? Non, je pense. Votre partage d'écran est en pause. Pourquoi il me met ça? Hop. Alors, je vais ouvrir. Ça n'a pas marché comme je voulais, mais
Hop. On lance. Voilà, normalement, ça devrait aller. Ouais, c'est bon. Ok, ouais, c'est bon pour moi. Donc, bonsoir à tous. Effectivement, je vais vous faire donc une présentation sur l'avancement de la révision de la charte, puisqu'au second semestre 2021, on a terminé une nouvelle étape de cette révision. Donc, comme disait Olaf, on a terminé le projet stratégique de notre dossier de charte. Et donc, on va se lancer à partir de ce premier semestre 2022 dans la déclinaison en projet opérationnel. Et donc, avant ça, on aimerait que vous puissiez valider ce projet stratégique qu'on a rédigé donc, de septembre à décembre 2021. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous présenter le projet stratégique axe par axe et qu'à la fin de chaque axe, donc, vous puissiez nous faire part de vos retours, de vos remarques et qu'on les valide ou non au fur et à mesure. Et ensuite, pour finir, je vous présenterai assez succinctement le programme qu'on a prévu pour le premier semestre 2022, qui sera donc la dernière ligne droite, la finalisation de ce dossier de révision de la charte. Donc, tu peux avancer, Olaf. Donc, tout d'abord, pour commencer, quelques petites précisions. Donc, le projet stratégique, en fait, c'est les grandes orientations pour le territoire à l'horizon 2039. Donc, le projet stratégique, il est composé donc, de différents axes et de différentes orientations. Et on définit donc qu'est-ce qu'on souhaite pour la montagne de Reims en 2039. Ces orientations, elles se basent en fait sur le diagnostic qu'on a réalisé en 2020 et en 2021 et dans lequel on avait identifié des problématiques et des enjeux à traiter à l'horizon 2039. Et donc, dans le projet stratégique, on fixe ce que l'on souhaite, ce qu'on attend pour la montagne de Reims. Donc ça, c'est l'étape qu'on vient de finaliser. Et comme je vous disais, maintenant, on va passer, si ce projet stratégique est validé, au projet opérationnel. Donc, on traduira ces orientations en mesures concrètes, c'est-à-dire comment faire pour arriver à atteindre nos objectifs et nos ambitions. Donc, tu peux passer, Olaf. Donc, voilà le chemin parcouru jusqu'ici pour que vous vous rendiez bien compte qu'effectivement, on essaye de construire ce projet vraiment en concertation avec l'ensemble des acteurs du territoire. Donc, je passe un peu sur la partie évaluation diagnostique pour me concentrer sur la partie plutôt projet stratégique. Donc, en septembre et octobre 2021, on a validé en comité de pilotage et en comité syndical le diagnostic de territoire. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est lancé dans la réalisation du projet stratégique. Donc, pour ça, on a commencé par organiser des ateliers thématiques en octobre 2021. Donc, les participants étaient amenés à faire des propositions sur 6 thématiques. Donc, plutôt des propositions assez larges, un peu en vrac. Et le groupe de travail, on a organisé 2 groupes de travail, donc avec l'équipe du parc et le bureau d'études qui nous accompagne dans cette révision de charte, pour faire émerger une première version de projet stratégique. On a également retravaillé donc, cette première version en comité de révision. Et ensuite, on a organisé donc, en novembre 2021 un séminaire participatif. Donc là aussi, on avait invité différents acteurs du territoire, des élus, des techniciens, etc., pour échanger autour de cette première version et aussi commencer à se questionner sur des sujets qui pouvaient être un peu problématiques ou qui posaient encore question. Et donc, suite à ce séminaire, on a fait encore évoluer notre projet stratégique pour créer une version finale qui a été présentée donc, en décembre lors d'un comité de pilotage et aussi lors d'un bureau pour une prévalidation de ce projet stratégique. Donc, tu peux passer à la diapo suivante. Voilà. Donc, comme je vous le disais, ce projet, il a déjà été prévalidé en comité de pilotage, en bureau et aussi auprès du conseil scientifique, donc en janvier 2022. Et il a été fait le plus possible en concertation. Donc là, je vous ai parlé des ateliers et du séminaire participatif, mais on en a parlé aussi un peu plus tôt dans ce comité syndical. On a également organisé donc, des apéros du parc
pour que les habitants puissent eux aussi donner leur avis sur ce projet de charte qui était en cours de construction. Tu peux passer, Olaf. Donc voilà la structure du projet actuellement. Donc vous avez dû recevoir ce document en amont du comité syndical. Donc le projet stratégique il s'oriente autour de 5 ambitions transversales. Donc je ne vais pas forcément revenir dessus aujourd'hui. Mais ces ambitions, c'est des ambitions qui vont infuser un peu dans l'ensemble du projet de charte et qui vont un peu servir de ligne directrice à avoir en tête lorsqu'on va rédiger les axes, les orientations et les mesures de notre future charte. Donc, vous pouvez les voir dans le document que vous avez reçu. Nous, on va se concentrer plutôt du coup sur les 4 axes et les 14 orientations fortes qui composent le projet stratégique. Donc les 4 grands axes qui structurent le projet, donc il y a les 2 premiers axes qui correspondent aux ambitions de préservation et de mise en valeur des piliers patrimoniaux du territoire. Donc le premier axe dans lequel on va traiter donc, des patrimoines culturels, architecturaux, géologiques du territoire et aussi des paysages et du patrimoine paysager et du parc. Et le second axe dans lequel on va traiter plutôt de biodiversité, d'agriculture, de forêt et de ressources en eau. Le troisième axe, donc lui, il présente plutôt les orientations qui sont liées à la mise en œuvre de la vie sur le territoire et qui doit prendre en compte et s'appuyer sur les 2 piliers patrimoniaux. Donc, dans cet axe 3, on va traiter des thématiques comme l'urbanisme, l'énergie, la mobilité, les services, l'économie, etc. Et enfin, donc, le dernier axe, qui est un axe plus transversal et qui, lui, présente les orientations qui permettront une mise en œuvre partagée du projet sur le territoire et qui permettront aussi de faire vivre la montagne de Reims. Donc, ce dernier axe, il englobe les 3 premiers et on traite des thématiques comme, du coup, la culture, l'éducation au territoire, la communication, le tourisme, ou encore la coopération. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous présenter donc, les axes un par un. Et à la fin de chaque axe, donc, vous pourrez faire vos commentaires, vos remarques et valider ou non l'axe présenté. Donc, le premier axe, comme je vous le disais, qui s'intitule donc notre identité du sous-sol au paysage. La première orientation qu'il compose, c'est révéler l'étendue des richesses géologiques, architecturales et culturelles, préserver celles qu'ils nécessitent et renforcer leur appropriation. Donc ici, l'idée, c'est vraiment de poursuivre l'amélioration des connaissances sur l'ensemble des champs patrimoniaux de la montagne de Reims, donc ceux qui sont déjà fortement étudiés sur le territoire, comme par exemple le patrimoine viticole ou encore l'histoire de la guerre, mais aussi ceux qui le sont un peu moins, donc on pense au patrimoine géologique, au patrimoine architectural, etc. L'objectif, c'est également de valoriser donc, tous ces patrimoines, de les mettre en lumière, notamment dans toutes nos actions, que ce soit des actions d'éducation, de tourisme ou autres. Et enfin, de renforcer aussi la cohérence entre les acteurs pour valoriser de manière cohérente ces patrimoines. Donc voilà pour la première orientation. La seconde, c'est au-delà du triptyque, révéler des paysages diversifiés et de qualité. Donc ici, l'objectif, c'est vraiment de continuer à préserver les paysages emblématiques de la montagne de Reims, donc le fameux triptyque paysager que vous connaissez tous, mais aussi donc d'aller au-delà de ce triptyque et de révéler la diversité des paysages de la montagne de Reims, donc en mettant en valeur des paysages un peu plus méconnus. Donc on pense par exemple aux vallées secondaires, aux Tardenois, aux paysages du quotidien, aux paysages nocturnes, etc. Il y a aussi un objectif d'accompagner l'évolution de ces paysages, principalement face au changement climatique, mais aussi face aux changements de pratiques, par exemple les pratiques agricoles ou viticoles, et aussi face à l'évolution des modes de vie, notamment quand on pense à tout ce qui est urbanisation, etc. Il y a également un objectif de maîtriser l'impact des aménagements dans le paysage.
Donc ça, c'est déjà une mission du parc, mais à poursuivre. Et également de renforcer l'appropriation des paysages par les habitants et par l'ensemble des acteurs du territoire. Donc il y a également une cohérence en interne à avoir avec la stratégie et les actions donc, qui sont définies dans le cadre du plan de paysage qui a été réalisé l'année dernière. Donc ça sera pris en compte aussi dans le cadre de l'élaboration de la charte. Donc voilà pour le premier axe. Est-ce que vous avez des remarques ou des compléments à apporter sur ces thématiques? Donc c'est principalement patrimoine et paysage. Pas de remarques particulières. Du coup, je voulais faire un vote à main levée, mais on va faire plutôt l'inverse. Donc, s'il y a des personnes qui s'opposent à la validation de cette axe, manifestez-vous ou levez la main. Olaf, tu me dis si tu vois quelque chose, parce que moi, je ne vois pas forcément. On est en train de regarder, parce que là, on est passé sur 2 ordinateurs. C'est pour ça que vous voyez parfois notre tête tourner vers l'autre côté. Et on voit aucune remarque, rien. Donc, ça semble bon. OK. Merci. Alors, on va passer au second axe. Donc, le deuxième axe qui s'intitule « Nos biens essentiels ». Donc, la première orientation de cet axe, c'est reconquérir la biodiversité partout et renforcer sa protection. Donc là, l'idée, c'est de renforcer la protection et la gestion des espaces naturels en montagne de Reims. On pense notamment à la poursuite de la préservation et de la restauration des zones humides ou encore le travail qui a été entamé sur les lisières forestières. Également, un objectif de reconquérir la biodiversité dans des espaces où elle est peut-être moins présente. Donc, on pense aux espaces agricoles, à la nature en ville, etc. Également, mettre en avant la biodiversité auprès des habitants et dans les aménagements, donc faire en sorte qu'elle soit prise en compte dans l'ensemble des aménagements du territoire et continuer à améliorer la connaissance pour pouvoir continuer à sensibiliser les habitants à la biodiversité. Donc ici, il y a également une attente nationale à prendre en compte puisque les parcs sont fortement attendus concernant la stratégie nationale des aires protégées, donc avec une nécessité de développer des nouveaux outils de protection forte sur le territoire. Donc aussi la nécessité d'aller plus loin sur la restauration de certains milieux. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on sera attendu pour le renouvellement du label. Donc on peut passer à la seconde orientation. Donc la seconde orientation, c'est accomplir les transitions de l'agriculture au bénéfice d'un territoire durable. Donc ici, l'objectif, c'est vraiment de viser l'excellence environnementale des pratiques, qu'elles soient agricoles ou viticoles, donc tendre plutôt vers l'agroécologie, la viticulture durable, etc. Essayer aussi de positionner le parc en première ligne sur l'adaptation au changement climatique, donc accompagner l'évolution des cépages, l'évolution des filières agricoles, prendre en compte aussi la baisse de la ressource en eau sur le territoire. Et enfin, diversifier aussi les productions et développer une chaîne alimentaire locale, donc avec le développement de produits locaux, de filières de proximité et le développement aussi de certifications de qualité sur le territoire. Donc, idem, ici, il y a une cohérence à rechercher avec le projet alimentaire territorial qui est en cours, mais qui, lui, s'étend à l'échelle du triangle marnais. Donc, effectivement, le but, c'est qu'on aille dans le même sens que ce PAT, mais en apportant des précisions sur le territoire de la montagne de Reims et sur une échelle de temps peut-être un peu plus longue. Donc, on peut passer à la troisième orientation, donc, qui est viser l'excellence en matière de gestion et de valorisation durable d'un massif forestier identitaire et multifonctionnel. Donc ici, l'objectif, c'est de réussir dans un premier temps à concilier les différentes fonctions et usages de la forêt, donc ces fonctions naturelles, économiques, mais aussi les fonctions d'accueil et de loisirs. Donc ici, avec une attente nationale, surtout sur l'encadrement des pratiques de sport, j'ai perdu le nom, de loisirs
motorisés, voilà. Également viser l'excellence de la gestion forestière en s'inspirant donc du label forêt d'exception et étendre cette gestion durable à l'ensemble du massif, notamment sur les propriétés privées. Et enfin, améliorer la coordination entre les différentes démarches et les différents travaux qui se font sur la filière bois. Donc, on pense à forêt d'exception, mais aussi à la charte forestière de territoire qui est en cours. Donc, pareil, décliner cette stratégie, mais cette fois à l'échelle de la montagne de Reims et à l'horizon 2039. Et enfin, la dernière orientation de ce second axe, qui est donc développer une gestion intégrée de la ressource en eau pour assurer les besoins et une meilleure qualité. Donc ici, l'objectif principal, c'est de réussir à mettre vraiment en adéquation les besoins et les ressources pour une gestion durable de la ressource hydrique. Également restaurer donc la qualité physique et chimique des masses d'eau souterraines et superficielles et essayer d'optimiser la gouvernance de la gestion de la ressource en eau pour mieux la protéger. Donc voilà pour ce second axe qui était donc un peu plus long. Idem, est-ce que vous avez des remarques ou des compléments par rapport à cet axe? Donc qui traite de biodiversité, agriculture, forêt et ressources en eau. On voit toujours rien. Un pouce. Un pouce, voilà. C'est bien, merci les pouces. Écoute, il n'y a pas de main qui se lève. Oui, il y a Jonathan. Oui, mais il met un pouce, Jonathan. D'accord. Il dit qu'il est OK. OK. On voit des pouces, mais on ne voit pas de main qui se lève. Donc, a priori, c'est bon. Pas d'opposition. Ok, alors, idem, vote à main levée inverse. Est-ce que quelqu'un s'oppose à la validation de cet axe stratégique? Non. Écoute, ça a l'air d'être bon. Ok. Donc, on peut passer au troisième axe. Donc, le troisième axe, c'est des modes de vie réinventés. Donc, la première orientation, c'est mettre en œuvre un urbanisme d'avenir respectueux de l'identité du territoire. Donc, ici, l'objectif principal, c'est de positionner le territoire comme pionnier de la sobriété foncière via différentes actions, que ce soit la reconquête du bâti vacant, la densification de l'urbanisme, des opérations de désimperméabilisation ou autres. De mettre en œuvre également un urbanisme qui préserve la qualité environnementale et paysagère des villages de la montagne de Reims. Et également sauter le pas de la sobriété énergétique et développer donc la production d'énergie renouvelable en utilisant principalement donc le bâti et les zones d'activité. Donc idem, il y a une vigilance par rapport aux attentes nationales en lien avec du coup le zéro artificialisation net sur lesquels les parcs doivent se positionner et sont également attendus. On peut passer du coup à la deuxième orientation. Donc la seconde orientation, c'est faire de la montagne de Reims un territoire de vie différencié, convivial et sain. Donc l'objectif ici, c'est d'affirmer l'identité de la montagne de Reims et son fonctionnement aux portes des villes et agglomérations. Donc affirmer l'identité d'un territoire rural, d'un territoire de bien-être à proximité de la nature, un territoire aussi de proximité et de lien social. Améliorer également les parcours résidentiels pour les habitants et favoriser l'accès aux services pour tous. Et également de faire de la montagne de Reims un territoire de lien en travaillant notamment sur l'accueil d'activités, que ce soit des artisans, des services, et également sur l'aménagement des villages, donc avec la création de centralités dynamiques, comme ça a pu être présenté tout à l'heure avec la résidence d'architecte. On peut passer du coup à la troisième orientation. Donc la troisième orientation, c'est réinventer les mobilités pour un territoire plus sobre et plus résilient.
Donc ici, l'idée, c'est de développer des solutions pour désenclaver dans un premier temps le cœur du parc et le Tardenois, qui sont des zones un peu moins accessibles que les pourtours du parc. Également s'appuyer sur la présence de la ligne des bulles pour renforcer son usage, que ce soit à des fins résidentielles, donc pour les déplacements domicile-travail notamment, que pour des usages touristiques ou de loisirs, donc comme on va l'initier avec la grande traversée. Et également développer l'usage du vélo pour les habitants et les visiteurs. Donc ici, finalement, l'objectif, c'est de trouver des solutions à l'utilisation de la voiture individuelle. Donc, il y a également des attentes nationales par rapport en matière de sobriété énergétique et de neutralité carbone. Donc, travailler sur la mobilité, ça peut nous amener à atteindre ces objectifs régionaux-là. Du coup, c'est bon pour l'axe 3. Donc, idem, est-ce qu'il y a des remarques ou des compléments sur cet axe donc, qui parle d'urbanisme, de services de mobilité, etc. Toujours pas de remarques. Si j'ai des pouces qui se lèvent. Ok. Du coup, est-ce que vous validez aussi le contenu de cet axe? J'imagine. Il y a des têtes qui s'agissent dans le bon sens, donc ça doit être bon. Ok. Rassurant, tout le monde ne dort pas encore ou tout le monde n'est pas encore à l'apéro. Et du coup, on peut passer au dernier axe. Donc, l'axe 4, qui est partager et s'investir. Donc, la première orientation de cet axe 4, c'est confirmer le pari de la culture en milieu rural. Donc ici, on cherche à renforcer dans un premier temps l'offre et les équipements culturels en montagne de Reims pour répondre aux besoins de tous les habitants. Il y a aussi un objectif de mettre vraiment en réseau les forces vives du territoire. Donc c'est les habitants, les associations, les élus, pour initier et déployer des projets culturels sur le territoire. Et également, on cherche à mettre en scène les différents patrimoines dont on parlait dans l'axe 1, dans le cadre de ces politiques culturelles-là, pour les mettre en avant. Voilà pour la première orientation. Ensuite, donc la seconde, c'est repenser l'offre d'éducation au territoire pour placer l'habitant au cœur des actions et des politiques. Donc en matière d'éducation, on va chercher principalement à développer le réseau de partenaires de l'éducation sur le territoire de la montagne de Reims et également à accompagner leur montée en compétences, tout en continuant à pérenniser les partenariats qui sont existants, notamment avec l'éducation nationale. Également viser une offre diversifiée et de qualité en matière d'éducation, en essayant de viser des nouveaux sujets qui n'ont pas forcément été traités jusqu'à aujourd'hui, et en essayant aussi de diversifier les publics cibles au maximum. Et enfin, dernier objectif, c'est de réussir à aménager qualitativement des sites supports pour les actions d'éducation donc sur le territoire. La troisième orientation, c'est dynamiser les politiques de communication avec des outils innovants pour toucher le plus grand nombre. Donc ici, l'objectif, c'est d'optimiser, rationaliser les supports de communication pour clarifier les messages en montagne de Reims. Également d'essayer d'améliorer la diffusion des supports et des messages, notamment en s'appuyant sur des relais, donc que ce soit les prestataires touristiques, les élus, les habitants ou autres. Et essayer également de consolider le rôle et l'image du parc au travers de notre communication. Et ensuite, donc, les deux dernières orientations. Donc, l'orientation 4.4, c'est faire de la montagne de Reims une référence du tourisme durable et de pleine nature en Champagne. Donc ici, l'objectif, c'est vraiment d'affirmer le positionnement touristique du territoire de la montagne de Reims au sein de la Champagne, d'essayer de mettre en place une offre touristique qui soit repensée vraiment autour du tourisme durable, en essayant notamment d'orienter les porteurs de projets vers des offres de tourisme durable, donc micro-aventure, offre nature,
valorisation de produits et de savoir-faire locaux, etc. Également d'essayer d'améliorer la coordination des acteurs et la coopération sur le territoire pour avoir une offre touristique cohérente. Et enfin, de réduire au maximum les impacts des activités touristiques sur les patrimoines de la montagne de Reims. Et donc la dernière orientation, qui est donc développer la coopération du local à l'international. Donc ici, on cherche à améliorer la coopération donc, entre les différentes institutions locales et le parc, donc que ce soit les EPCI, les communes, les villes et aggloportes, etc. Essayer également de positionner le parc dans des actions de coopération au niveau du réseau des parcs naturels régionaux, que ce soit donc à l'échelle régionale avec les parcs du Grand Est ou à l'échelle nationale. Et enfin, essayer de développer la coopération à l'échelle internationale. Voilà pour le 4e axe, qui est partager et s'investir. Donc, idem, est-ce que vous avez des remarques ou des compléments à apporter sur cet axe? Alors, je vois encore des pouces, des pouces, des pouces. Il n'y a pas l'air d'avoir de remarques. Non, ça a l'air d'être. Du coup, personne ne s'oppose à la validation de cet axe, j'imagine. Ok. Pas que je vois. Super. Donc voilà pour le projet stratégique. Donc on peut considérer, j'imagine, qu'il est validé. Donc pour le programme du premier semestre, comme je vous le disais, l'objectif c'est de décliner ce projet stratégique en projet opérationnel d'ici l'été. Donc, Marie, attention, il y a Jonathan Rodriguez qui a levé la main. Oui. Est-ce possible d'avoir les... Oui. Vous m'entendez? Ouais. Ouais. Merci. Donc, bon, c'est difficile de faire des commentaires, mais c'est assez complet et c'est qui est très bien fait. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tout sous les yeux d'un bloc. Moi, j'avais un petit commentaire, mais c'est plus sur la présentation parce que le contenu y est. On a vu au parcours les objectifs. On a vu le tourisme, les circuits courts, la filière bois, un peu, pourquoi pas aussi la culture. Tout ça, ce sont des actions économiques finalement. Et le territoire du parc, c'est aussi, c'est l'animation, c'est la préservation de l'environnement, mais c'est également un territoire économique. Et ça, on ne le retrouve pas forcément à la lecture des objectifs, mais on le retrouve dans le contenu. Donc, on peut quand même le voir, mais ça mériterait, à mon avis, qu'on ait, je ne sais pas, soit un chapeau, soit un ajout dans un ou deux titres pour qu'on comprenne qu'il y a aussi un territoire qui travaille, qui vit et qui se développe économiquement. Voilà mon petit commentaire que je voulais faire sur le travail qui est bien fait et qui reprend globalement de bonnes actions du parc et couvre l'ensemble des orientations qu'on a fixées dans nos politiques publiques et sur le territoire. Ok. Effectivement, je pense que donc, les sujets dont vous parlez sont abordés dans l'axe 3, orientation 3.2. Il faudrait lire plus dans le détail. Du coup, effectivement, là, j'ai pas eu le temps de tout présenter, mais on parle vraiment de cette économie propre à la montagne de Reims qui est aussi à réinventer. Donc, à voir si vous trouvez ce qui vous intéresse dans cette orientation-là, mais je pense qu'on l'a abordé quand même. Oui, c'est vrai que, mais après, l'économie, on la retrouve dans d'autres axes. Hein. Oui. Le circuit court, le plan alimentaire territorial, ça fait partie de l'économie. Donc, on ne le retrouve pas que dans celui-ci. Peut-être qu'il faut peut-être rajouter un territoire économique de vie différenciée, etc. Mais il n'y a pas que ça. Enfin, je ne sais pas comment, là, c'est difficile de refaire. Et on les retrouve aussi sur la valorisation des ressources. Donc, ça, c'est sur la partie agricole, forestier. Oui, bien sûr, oui. Par exemple. Etc. Si je peux te relire ce qui est indiqué, Jonathan, il s'agit de réaffirmer le modèle économique de la montagne de Reims en veillant à créer les conditions d'un développement au bénéfice du territoire via l'accueil d'entrepreneurs et de télétravailleurs en milieu rural, le développement de l'immobilier économique et des tiers-lieux, les projets de diversification agricole, le développement de l'économie de l'environnement, le renforcement de la gouvernance de l'économie locale en lien avec les EPCI représente un enjeu fort pour mener à bien cette politique de développement local.
D'accord. Bon, bah écoutez, on retrouve. Mais voilà, s'il y avait un mot qui pouvait nous mettre sur les gros titres, oui, ce serait une bonne lecture que chacun s'y retrouve parce qu'on dira, bah, il manque un peu d'économie. Alors, c'est un peu la réflexion que je me suis faite, mais quand on a le détail, on sent bien qu'il y a ce volet qui est présent dans le projet. Merci. Très bien. Merci à toi. Et à Sylvie aussi. Il y a Sylvie qui veut intervenir également. Oui, moi, le développement économique porte également aussi sur le développement des petits commerces en milieu rural. Est-ce qu'il y a un volet économique pour justement accompagner les créations de petits commerces? Alors oui, c'est toujours dans le même axe. Hein. Il y a aussi l'amélioration des conditions de vie, l'accessibilité aux équipements publics, culturels, de santé, les services, les commerces. C'est dans le même volet, effectivement. Quand on décline dans le détail, on retrouve tout ce volet-là. C'est parfait. Et donc, il y a aussi une question dans la discussion. Tout à fait. Est-ce possible d'avoir les visuels de la présentation de la charte? Donc, je ne sais pas exactement de quoi vous parlez, mais… Je pense que c'est le PowerPoint que tu viens de… C'est le PowerPoint, on peut vous le transmettre, il n'y a pas de souci, oui. Oui, on peut le diffuser… il faut le diffuser dès demain, en fait, par mail. Ok, merci. Sans problème. D'autres remarques? Merci Marie pour cette présentation en tout cas. Et puis, je pense qu'on avance. Hein. Là, on commence à être dans le dur, donc on a encore du travail, mais on va y arriver. Marie va y arriver. Du coup, j'avais juste une dernière petite partie à présenter. Eh bien, vas-y. La suite peut-être, la suite. C'était ça, pour parler du coup du premier semestre. Vous dire que du coup, l'équipe du parc et le bureau d'études qui nous accompagnent donc, dans la révision de la charte, donc on va se lancer dans la rédaction des fiches mesures. Donc, on ne va pas faire ça non plus tout seul dans notre coin. On va organiser des groupes projets, avec un nombre d'invités assez ciblés. Mais voilà, on vous invite à participer à ces groupes projets si vous êtes invités. Et également, on fera sûrement des sollicitations pour contribution par mail ou par courrier. Et également, donc, il y aura des engagements à prendre de la part des partenaires. Donc, ça sera principalement les communes, les EPCI, la région, le département. Et donc là, pareil, on fera un travail plutôt bilatéral avec également l'organisation d'un atelier institutionnel. Donc, on vous invite fortement à vous mobiliser dans toutes ces instances de révision de la charte qui vont être mises en œuvre jusqu'à l'été, puisque c'est vraiment la dernière ligne droite, la dernière occasion pour vous de participer. Et je voulais également rajouter que donc, dans le cadre de la mise en œuvre de cette révision de charte, on doit également faire une évaluation environnementale de la charte. Donc, c'était prévu initialement qu'on fasse cette évaluation en interne et finalement, donc, on a pu avoir un financement supplémentaire de la région pour pouvoir externaliser cette prestation. Voilà, c'était pour dire qu'on est en train de chercher donc, un prestataire pour réaliser cette évaluation environnementale. Donc voilà, c'est tout pour moi. Olaf, Caroline, si vous voulez rajouter quelque chose, je vous laisse la parole. Non, un grand merci. Je lis dans les commentaires qu'on a trouvé tes explications claires et précises et c'est précieux. Donc, continue, je pense, sur la même lignée parce que c'est vrai que c'est important d'avoir tous les points abordés de façon compréhensive, rapide, parce que là, en 30 minutes, tu nous as tout présenté, c'est parfait. Un grand merci. Merci à vous. Très bien. Donc, on est à la fin de ce comité syndical. Je pense qu'on va pouvoir faire un arrêt du partage de notre écran. Donc, je vous remercie à tous d'avoir participé à ce comité. Et puis, je vous donne rendez-vous au mois de mars. Après, on est à votre disposition si vous voulez des explications supplémentaires. N'hésitez pas à nous solliciter. Et puis, on retravaillera
on aura l'occasion de retravailler ensemble au printemps. On espère en présentiel à la maison du parc. Et en plus, si on pouvait avoir un rayon de soleil ce jour-là, ce serait parfait. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous remercie d'avoir été présents. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir.